C'est un plaisir de Salut t'avoir Charlie. aujourd'hui. Je crois qu'on Bah, plaisir s'était partagé, écoute. Hein. eu au téléphone il y a quoi, il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, un bout de temps déjà. Oui, oui, une paire de fois, même il y a 2 mois aussi encore, pour des trucs Ouais, un peu plus perso, mais ouais, ouais. la première fois. Ouais. Et alors toi, ce qui était intéressant, c'est que par rapport à mes autres, parce que généralement, les gars que j'avais en coaching, eux, pour le coup, ils m'appelaient pour savoir quel business faire. Toi, tu avais déjà ton Mhm. business. Et en fait, ce qui Exact, ouais. m'intéressait, c'était plus le côté dev perso, quoi. Oui, c'est ça, effectivement. Vraiment comprendre l'humain. Est-ce qu'on peut faire des schémas et des cases avec mon passé d'ingénieur? J'aime beaucoup faire les tableaux et structurer les choses en cases pour bien les comprendre. Donc, une de mes passions dans la vie, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que les humains fonctionnent, pardon. Donc, je me suis dit, putain, il y a un mec il arrive et il dit qu'il a un schéma pour faire des liens entre tout ça, essayer de comprendre comment est-ce qu'on est structuré de base. Il y aurait des personnalités types. Tout de suite, ça m'a hyper intéressé. Donc, ouais, ouais, non, j'ai voulu apprendre ce que tu avais enseigné. Et du coup, on a commencé à discuter comme ça, ouais. Ouais, c'est clair que pour un cerveau d'ingénieur qui veut toujours tout comprendre et tout analyser, on te sort un tableau avec des fonctions, des algorithmes qui sont alors oui, telle fonction est à X%, machin. Toi, tu pars en Truc mode bien personnel. bourrin, là. Selon ce qu'on met en entrée, on sait ce qu'on a en sortie. Ça, c'est le paradis sur Terre, ça. Ah, c'est vrai que moi, c'est un peu pareil, pour le coup, je suis aussi très logique. C'est vrai que bah, ça aide quand même vachement parce que tu sais, en tant que mec logique, tu as toujours un peu ce truc de. Euh, je sais que mon père a beaucoup ça parce qu'il est aussi très logique. En fait, il y a beaucoup ce truc de se dire que tout le monde est pareil. Sauf que quand tu tombes sur des Oui, personnalités très différentes. Tu sais, bon, nous, comme on est tous des logiques, bon, voilà, même si on a des personnalités différentes, euh, on va dire les perceptions du monde vont être différentes, mais on va dire la manière de raisonner est pareille. hmm. Quand tu tombes sur des gens qui sont très sur le ressenti, en fait, ton cerveau, il est là, mais quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, c'est Et ça, hein. c'est clair qu'effectivement, Ça, c'est avoir Je pense que c'est un, ce c'est un biais modèle. qui provoque énormément de souffrance dans le monde, c'est de se dire en fait, de base, on pense que, enfin, c'est une attitude très enfantine, très égocentrique, on pense que tout le monde est à peu près câblé comme nous, tout le monde pense les mêmes choses, que ce soit pour la politique, voilà, il faudrait que tout le monde fasse comme moi, tout ça. Et il y a énormément d'incompréhensions qui sont générées comme ça. Et du coup, une grande source enfin, un grand passage de maturité, je pense, de ta vie d'enfant à adulte, c'est de comprendre ça, que les gens sont juste pas comme toi, et de faire le deuil. Parce que si tu continues d'en souffrir toute ta vie et de générer de l'amertume, ça sert à rien. Donc c'est de te dire, voilà, les gens sont pas comme moi. Et aussi, même, aller encore un peu plus loin, de dire que ils ont éventuellement de très bonnes raisons de penser différemment de toi. Et ça, c'est vachement intéressant. Une fois qu'on a compris ça, on est libéré d'un grand poids émotionnel et on arrive enfin à interagir mieux avec les autres êtres humains, quoi. Ouais, c'est clair. Et après, en fait, bah, en gros, c'est un biais il y a deux biais qui sont très connus, on va dire. T'as effectivement le biais comme quoi tout le monde est pareil. Et alors ça, généralement, c'est plus des gens qui sont logiques qui vont l'avoir. Et tu as le biais à D'accord. l'inverse de je suis pas bien, je devrais être comme les autres. Et ça, pour le coup, ce sera plus des gens Ouais. très empathiques qui vont l'avoir. Effectivement, bah, les gens très logiques, comme c'est logique pour eux, puisqu'ils réfléchissent par eux-mêmes, donc ils sont là, bah, en fait, ils Mhm. créent leur propre réflexion. Ils sont là, bah, mais oui, bah, c'est logique. Il faut faire comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, Effectivement. ils n'arrivent pas à comprendre que le mec en face, c'est pas ça, quoi. Et c'est vrai que comme tu dis, surtout dans les. En fait, en gros, le pire, c'est dans les couples. Les couples, parce que autant tu vois quelqu'un qui est au boulot, que voilà, un ami, machin, euh, c'est pas forcément à des gros niveaux d'interaction. Ça passe parce que voilà, tu fais un effort pendant 2 heures, voilà. Oui, voilà, Mais c'est du small talk, tu restes en surface. c'est clair, mais dès que tu pars sur des. En fait, le problème, fondamentalement, c'est pas forcément d'être différent, parce que justement, si tu pars sur un couple, typiquement, il faut être différent, il faut être opposé. Mais en fait, le problème, ça va venir typiquement quand tu vas avoir, par exemple, un côté logique, mais qui Mhm. va être à 100%, et un côté rationnel qui sera à genre 50%. Ce qui fait que toi, typiquement, tu vas être logique tout le temps, à 100%. Et si la personne en face, elle est logique, Ouais. elle est rationnelle, donc c'est rationnel, c'est plutôt le côté récupérer l'information qu'à 50%. Et ben en fait, ça veut dire que son côté émotionnel sera premier par rapport à son côté rationnel. Donc toi, bah, du coup, il faudra te faire un effort supplémentaire pour pouvoir, en gros, te rebasculer, être d'abord émotionnel sur ton empathie, écouter son ressenti à l'autre,
Alors que normalement, en fait, si c'est quelqu'un qui est à 100% qui va être compatible, en fait, tu n'as pas besoin de faire ce travail, cette espèce de forçage sur soi de contrebalancer les fonctions, quoi. Moi, je vois avec ma copine qui est ce qu'on appelle la golden pair en anglais, c'est en gros le type idéal par rapport à toi. Et en fait, il n'y a D'accord, jamais ouais. de. Enfin, il y en a un peu, mais c'est des conneries. Genre, ouais, j'ai pas foutu le linge sale dans la bac à chasse et tout comme ça. Mais il Ouais. n'y a pas de, en termes de communication, de fois où elle me dit, ah non, mais t'es trop boin, ah non, mais je me sens mal, etc., etc. Et en fait, bah, c'est juste super confortable, quoi. Parce que du coup, t'as pas à te faire chier à Non, gérer ces problèmes de gestion. ouais, je vois, t'as pas à expliquer ta manière d'être, t'as pas à défendre ta personnalité. En gros, vous gérez la logistique du quotidien et ça roule à peu près tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, typiquement, tu Ah, vois, c'est je le vois stylé. avec mes parents. Parents qui sont compatibles, on va dire, à 80%. C'est les quatrièmes types les plus compatibles. Mais en fait, il y a cette problématique, comme je te disais, de non-alignement des. Parce qu'en fait, si tu veux, pour que les gens soient vraiment compatibles à 100%, en fait, il faut que, donc, ce qu'on appelle les fonctions cognitives, donc en gros, tu vois, le côté logique, empathique, etc., ce soit aligné au même niveau. Parce qu'en fait, en gros, dans le cerveau, tu as des niveaux d'efficacité des fonctions. Et donc, si Mhm. tout est aligné en face, en fait, c'est. Genre, tu vois, comme je disais, tu vois, il y en a un qui est logique à 100%, si l'autre est rationnel à 100%, et du coup, hop, c'est parfait, tu vois, c'est connecté directement. L'un va autant D'accord. produire de logique que l'autre va vouloir la récupérer. Et ce fait, du coup, bah, ça passe. En fait, si ces niveaux sont pas équivalents, bah, en gros, et plus ces niveaux sont pas équivalents, et bah, plus ça va être compliqué, il faudra se forcer pour, pour que ça marche, en fait. Donc, je vois, ouais, typiquement, mon père qui est ultra Mhm. logique, euh, ma mère qui est pour le coup beaucoup plus émotionnelle, en fait, à chaque fois, tu avais des problèmes de ma mère qui demandait à mon père, oui, mais comment tu te sens? Et mon père, qui On naturellement a s'en zéro fout de comment émotion, je était en me mode, sens. mais J'en sais c'est rien de ça, comment je me exactement, sens. j'en sais rien, de quoi tu me parles, quoi. Réponse de Et à bourrin l'inverse, de base. ouais, bah, et mon père en mode tout ultra technique, quand ma mère venait se plaindre d'un truc, il était là, ouais, mais attends, il faut résoudre le problème technique, machin, et alors en fait, ma mère, elle voulait juste avoir du soutien psychologique, quoi. Et voilà, il y a Ouais, c'est plein de ça, elle trucs veut comme ça. qu'on. Ouais, En gros, typiquement, en ça, fait, c'est. comme Ouais, vas-y. Je veux dire, non, typiquement, un truc que beaucoup de mecs comprennent pas par rapport aux meufs, c'est que au moment où la meuf se plaint d'un truc, à peu près n'importe quoi d'ailleurs, le mec est en mode soit c'est pas grave, enfin d'abord il se pose la question est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave, et la ouais, c'est deuxième ça. question c'est comment est-ce qu'on fait pour réparer ça, alors que le seul truc que la meuf veut en face c'est que attends, je sais plus comment dire en français, que tu acknowledge son état émotionnel, quoi. Et elle te Ouais, demande pas forcément beaucoup exactement. plus que ça. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, en gros, tu as deux catégories de gens. Tu as les gens, enfin, je pareil, c'est des tendances générales, c'est pas des vérités absolues. En gros, tu as les gens qui sont empathiques, naturellement, et tu as les Mhm. gens qui sont sur leur ressenti à eux, pardon. Ils sont sur leur ressenti à eux. Donc, en fait, les gens Oui. qui sont sur leur ressenti à eux, ils veulent exprimer leur ressenti. C'est ce que tu disais, ils veulent voilà, dire aux gens comment ils se sentent. Enfin, nous, on s'en fout parce qu'on est deux mecs logiques, donc on est empathique, on est beaucoup moins sur notre ressenti à nous. Parce qu'en fait, D'accord. quelqu'un qui est logique, il sera aussi empathique. Toujours pareil, en tendance générale. Et quelqu'un qui sera plus sur le côté rationnel, donc le côté apprendre les autres, il sera plus sur son ressenti à lui. Et du coup, nous, on est tous les deux logiques, donc tous les deux empathiques. On n'a Mhm. pas besoin d'exprimer notre ressenti émotionnel, on s'en fout en fait. Enfin, c'est pas un truc qui est déterminant. Mais quelqu'un qui est d'abord sur son ressenti à lui, effectivement, il a besoin d'exprimer son ressenti, d'exprimer ses émotions, et voilà, d'expliquer, voilà, je me sens comme ci, comme ça, j'ai tel ressenti sur ça, etc. Entre nous, voilà, on s'en fout, quoi. Et effectivement, comme tu disais, il faut euh, utiliser pour le coup ce côté empathie, de dire, ah oui, je comprends comment tu te sens, machin, et en fait, de pas essayer de. Juste, en fait, de dire, oui, comme tu dis, t'as raison, je Mhm. comprends ce que tu ressens, tu passes à autre chose, et voilà, c'est fini, en fait. Ouais, exactement. C'est clair. Et c'est vrai que t'as raison, c'est quelque chose qui est un gros problème dans la vie de tous les jours des gens, quoi. Et en fait, le pire, parce qu'encore, bon, au niveau des couples, généralement, même si on n'a pas conscience de ce genre de choses, en fait, ça se fait naturellement parce que les gens qui sont naturellement compatibles, bah, forcément, ils vont être plus attirés des gens qui vont pas être compatibles. C'est normal. Mais en fait, Mm. pour le coup, tu as des couples qui sont complètement en fait, similaires dans les fonctions, dans le fonctionnement. Et du coup, en fait, ils n'arrêtent pas de se. En fait, ils ont besoin et ils donnent les mêmes choses. C'est-à-dire que je m'explique. Typiquement, les deux vont être sur leur ressenti à eux. Et du coup, il n'y en a aucun qui va dire à l'autre, ah oui, je comprends. euh,
et je veux résoudre ton problème. Enfin, je veux résoudre ton besoin émotionnel. En fait, les deux sont là. J'ai besoin de soutien émotionnel. Et en fait, du coup, bah, ça marche pas du tout, quoi. Et il doit se forcer de ouf. Moi, j'avais des couples comme ça. Et en fait, généralement, ça arrive parce qu'il y a une espèce de. Ça arrive beaucoup dans les religions. Parce qu'en gros, bah, t'en as un qui va être. Enfin, il y a la même vision sur la religion, sur la vie, etc. etc. Ouais. Et du coup, ils se disent, c'est super, parce que bah, voilà, on a la même vision du monde, etc. Mais en fait, la vision du monde, ou je sais pas, des valeurs, etc., ça vient après, on va dire, la connexion émotionnelle et physique, parce que bah, les gens avec qui tu partages la vision, t'en auras plein, quoi. Donc, ça vaut pas le Hmm. coup de se mettre avec quelqu'un qui est euh, avec qui ça va être un calvaire toute sa vie pour être en fait réussir à rester avec. Parce qu'après, en fait, fondamentalement, on peut aller avec tout le monde. C'est comme pour les business, on peut faire Hmm. n'importe quel business. Mais le problème, c'est quel niveau d'énergie il faut mettre pour réussir dans le business ou dans la relation. Ouais, Et donc, autant c'est ce que je choisir disais des tout à trucs l'heure. simples de base si tu peux, quoi. C'est ça. Parce que, en fait, le jour où ça. Parce que quand tout va bien, bon, bah ça va. En fait, dès que tu as de la fatigue, de la friction du truc, bah, c'est-à-dire qu'en plus de ça, il faut rajouter en plus du fait de se forcer soi-même pour, en fait, bah, aller avec la personne en face. Alors qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est Ouais. plus compatible à la base, bah, en gros, tu auras beaucoup moins cette problématique-là. Euh, et c'est pareil en business. Si en business, tu as un business qui est pas du tout compatible avec tes forces naturelles, alors tu peux réussir, mais ça va te demander 10 fois plus, 20 fois plus de travail que quelqu'un qui est naturellement bon là-dessus, quoi. C'est-à-dire que c'était tout mon cheval de bataille au départ, parce que, bah, en fait, il y a Ouais. plein de mecs qui font du copywriting et qui réussissaient pas. Euh, Ouais. je sais pas si tu avais connu cette période-là où, dans la communauté où on était, où tu avais, je sais pas, peut-être 50%, 100% des mecs qui essaient de faire du copywriting. En fait, bah, tu n'avais que peut-être Hmm. 10% qui réussissaient, quoi. En gros. Ouais, ouais. Mais c'était un problème qu'on avait, c'est qu'on a été entre guillemets victime d'un très bon marketeur, un des mecs qui était un Ouais. des meilleurs copywriters français, et du coup forcément il vendait sa sauce. Et il a pas forcément tort, parce que quand t'es bon en copywriting, ça veut dire que t'es bon en vente, ça veut dire que tu prends n'importe quel business qui marchote, et si le product market fit est pas trop dégueulasse, tu peux le redresser et faire des ventes. Je veux dire, c'est quand même un espèce de super pouvoir. Donc une fois qu'on t'a expliqué ça et que t'as compris ça, t'as forcément des étoiles dans les yeux. Et là, la moitié des mecs, ils se sont engouffrés dans le copywriting en mode ouais, je veux devenir un magicien des mots, moi aussi je veux transformer des caractères tapés sur mon PC en argent. Et c'est pas pour tout le monde, il faut quand même une certaine conformation d'esprit, je suis d'accord. Ouais, c'est clair. Oui, parce que du coup, effectivement, on l'avait pas précisé, mais toi, tu fais du copywriting depuis combien de temps maintenant? Ça va faire ma 3e année là. Ouais, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu définirais, parce que c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus, euh, qu'est-ce que tu définirais comme caractéristiques nécessaires pour devenir un bon copywriter relativement facilement? Effectivement, comme on disait, tout le monde peut être un Hmm. copywriter, mais s'il faut se taper 3 ans à écrire des textes, en fait, tu peux faire des business beaucoup plus facilement qui vont réussir rapidement. La Donc, ouais, ce question serait est quoi pas pour si toi les. évidente que ça, parce que j'ai peur de tomber dans des biais de confirmation, dans le sens où moi je suis copywriter, je sais à peu près comment je suis câblé, et du coup de faire des chemins logiques qui sont pas forcément évidents, parce que peut-être qu'il y a des copywriters qui sont très différents de moi, mais qui s'en sortent bien parce qu'ils ont des autres qualités. Donc j'aimerais quand même Ouais, prendre des pincettes sur ce que je vais dire. Cela étant dit, je pense qu'il y a quand même il y a quand même des grandes, de ce que j'ai vu, il y a quand même des grandes qualités que tu peux pas trop, peux pas trop esquiver. Euh, En fait, comment dire, pour pas te faire chier en tant que copywriter, faut de base que t'aimes un minimum les mots. Je pense que ça c'est, faut que t'aimes jouer avec les mots, faut que l'idée d'avoir un texte propre, donc c'est pas forcément un texte de vente, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, t'écris des mails, l'idée pour toi de devoir relire ce mail une fois, deux fois pour vraiment à chaque fois trouver la bonne tournure, le bon mot et te dire qu'à la fin, ton travail il est propre. Si ça vraiment, ça te prend énormément d'énergie et que ça te casse les couilles, t'es pas forcément fait pour le copywriting parce que tu vas devoir fournir ce niveau de qualité d'écriture pour tes clients ou pour tes clients, que ce soit des gens qui t'achètent des pages de vente ou tes clients des pages de vente, des gens qui t'achètent tes produits. C'est quelque chose que tu vas faire tous les jours. Donc,
il faut que tu aies, je pense si on peut même rendre ça un peu abstrait, il faut que tu aies un QI verbal assez élevé et que ça te plaise un petit peu. Parce que sinon tu vas avoir du mal. Pour rebondir aussi sur les billets, moi je suis un enfant qui a beaucoup lu, grâce à ma mère et puis grâce aussi à mon caractère de base. Et j'aime bien ça, j'aimais bien le français aussi. Et bon, en toute modestie, je pense que j'ai un vocabulaire assez supérieur à la moyenne. Et c'est pas pour ça, par contre, que ça fait de moi un bon copywriter. Ça m'a même assez desservi parce que moi j'étais ce genre d'élève à l'école qui faisait des dissertes et qui kiffait faire des formulations alambiquées, des tournures en poulet, vraiment me la péter avec des phrases à rallonge et des mots compliqués. C'est imbitable. C'est imblairable, ça emmerde tout le monde. Ouais, Personne ne veut lire ça, tu vois. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous aimez pas le français, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous lisez pas du Balzac sur votre table de chevet que vous serez pas un bon copywriter. Le bon copywriting, c'est des mots simples. Euh, Si t'es un bourrin et que t'aimes bien utiliser des mots simples et que t'aimes bien être compris rapidement, la concision, c'est très important. Tu feras aussi potentiellement un bon copywriter. Encore une fois, cela étant dit, le problème avec les gens qui utilisent des mots trop simples, c'est que très rapidement, on va tomber sur des formulations plates. On va dire, voilà, gagner, comment dire, qu'est-ce que j'ai écrit un tweet là, il y a pas longtemps pour donner des exemples. Il y en avait un qui était sympa, euh, euh, c'était, faut que je me souvienne bien, parce que je dis pas de bêtises, gérer votre télétravail plus efficacement en 2 heures par jour. Donc ça, c'était l'exemple nul. Et l'exemple bon, c'était créer votre centre de commandement de télétravail en 2 heures par jour. Pourquoi est-ce que d'un coup on est mieux et pourquoi est-ce que d'un coup, même si on est entre guillemets monté en abstraction et en complexité dans la formulation, c'est mieux? Parce que tu n'utilises pas des trucs trop simples et trop simplistes, mais d'un coup tu introduis une métaphore. Et il faut que tu sois un minimum, pour être bon copywriter, il faut que tu sois un minimum versé dans la métaphore, dans l'image, pour faire comprendre les bénéfices de ton produit, pour mieux vendre. Il faut que tu crées dans l'imaginaire de ton prospect, de ton client, un monde plein d'énergie, plein d'images, plein de parallèles comme ça. Parce que d'un seul coup, si au lieu d'avoir un bête outil, une bête icône en plus sur ton PC, t'es dans ton putain de centre de commandement, t'es un général étoilé et t'as des petits soldats algorithmiques que t'envoies faire des tâches, bon bah le game c'est plus le même. Je veux dire, tu vends plus un produit, tu racontes une histoire. Et c'est ça aussi le copywriting, c'est raconter des histoires, c'est faire des belles images. Donc un bon copywriter, c'est aussi quelqu'un qui, quand il va raconter des histoires à ses potes, va utiliser ce genre de métaphore et pas juste se contenter d'utiliser des mots simples des mots simplistes plutôt. On va différencier du coup pour ce call simple et simpliste, des mots simplistes pour décrire son interaction avec la boulangère, tu vois. D'un seul coup, il va se mettre à utiliser des trucs surprenants, mais ça va te faire marrer parce que tu t'y attendais pas. Et en même temps, le gars, il va être créatif. Et, euh, et voilà, donc des mots simples, mais de la créativité pour illustrer un peu ce que tu veux faire. Je pense que c'est aussi une des qualités du copywriter. Ouais, je rebondis là-dessus. Euh, pour le coup, le côté créatif, je pense que c'est une des notions clés parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, enfin, il y a une des caractéristiques euh, majeures dans le typage, dans les archétypes, c'est qu'il y a les types qui sont abstraits et les types qui sont concrets. Et en fait, un type abstrait, ben, il va être très bon pour imaginer le champ des possibles, créer, du, créer de la nouveauté. Alors qu'en fait, le concret, pour le coup, lui, il aura plus besoin de partir de quelque chose qui est déjà existant. Et moi, je sais qu'il y a des copywriters qui sont, pour le coup, des gros bourrins, Ouais. et qui, en fait, eux, ils inventent pas trop, ils reprennent du réel. Et parce que c'est des mecs concrets, tu vois, ils sont là, ils sont pas. Et en fait, euh, leurs textes sont dégueulasses, parce qu'ils reprennent des trucs, ils sont en mode gros bourrin et ils y vont. Euh, mais en fait, bah, voilà, c'est pas des bons copywriters en soi, quoi. Après, si t'es comme ça de base, tu peux t'en sortir parce que, comment dire, la reprise et la reformulation d'un bon texte de vente américain avec une bonne traduction, ça prend quasiment autant de temps que d'écrire from scratch de toi-même si tu veux faire bien le travail. On va pas se mentir. Mais ça peut être aussi Ouais. une bonne manière d'écrire des bons textes de vente.
C'est juste que, voilà, tu penses que tu triches parce que tu reprends le texte d'un américain, sauf que tu dois tellement le reformuler et le réécrire pour passer d'un bon anglais à un bon français et pour éviter de te prendre la patrouille dans les dents, que tu gagnes pas forcément de temps. Mais si c'est plus simple pour toi, enfin si tu as l'angoisse de la page blanche et que c'est plus simple pour toi de partir d'un best-seller américain plutôt que de rien, tu peux aussi t'en sortir comme ça. C'est pas forcément discriminant. Ouais. Pour le coup, pour donner un peu mon expérience perso, parce que j'ai fait du copywriting pour mes différents business. Putain, mais à chaque fois que je devais inventer des big ideas, etc., c'était une tannée pas possible, Ouais. quoi. Parce que, en fait, si t'as pas ce côté créatif, imaginatif, putain, mais c'est tellement chiant, quoi. Ouais, T'es là, ton ça c'est truc, et vrai. en fait, je passais mon temps à devoir aller copier ailleurs. En fait, j'arrivais pas à trouver quelque chose de. Après, en fait, moi, c'est assez particulier, c'est qu'en gros, chez les artisans, donc c'est une des catégories, euh, on va dire que le côté créatif, il est vraiment très très bas. Après, pour le coup, chez les gardiens, il y a le côté abstrait, il est un peu plus élevé, donc c'est plus facile d'y accéder. Mais Mhm. effectivement, en fait, ça demande du travail, on aura plus de travail. Ouais. Et pour le coup, je pense vraiment ce qui est important, en fait, surtout sur un premier business, c'est de partir sur quelque chose qui est. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mec, on va dire, bon, l'archétype, l'avatar classique, c'est le gars qui a, je sais pas, entre 18 et 24 ans, on va dire. Euh, il est là, il veut faire un business, il sait pas lequel faire, il n'a pas forcément de compétences, parce que bon, il a passé Mhm. sa scolarité dans des écoles françaises où il n'a rien appris, d'utile pour la vie en tout cas. Euh, Mhm. et en fait, il a un niveau d'éloquent qui sera assez bas en termes de personnalité. C'est ce que j'ai vu dans mes coachings. Et en fait, ce qui est vraiment important au départ, ça va être de capitaliser à mort sur sa personnalité naturelle. Sur tes points forts, Et ouais. en fait, au fur et à mesure, tu vas débloquer euh, différents. Parce qu'en gros, dans sa personnalité, on n'a pas un seul archétype, on en a quatre qu'on va débloquer au fur et à mesure, qu'on va avoir de la maturité. Typiquement, toi, je pense que maintenant, euh, tu vas être beaucoup plus capable de gérer les gars. Je sais pas si tu as géré un peu pas forcément des équipes, mais Ouais, si, ouais. Au début, le copywriting, j'ai commencé en faisant un groupe de copywriters ou vraiment un groupe de travail. Et ouais. aujourd'hui, je suis entre une espèce de copy chief dans ma boîte où j'ai un assistant directement que je forme vraiment tout le temps et deux autres copywriters que je manage et dont je relis les textes régulièrement. Donc, ouais. Ouais. Et je pense qu'en fait, avec le temps, avec la maturité qui est venue, en gros, tu as été beaucoup plus efficace sur le côté gestion, vision Et en fait, le fait d'accumuler et d'avoir de la suffisante Ouais, connaissance, ça t'a permis d'avoir, en fait, d'accéder, entre guillemets, à cette personnalité, cet archétype de commandant, de chef. exactement. Et maintenant, en fait, tu as la vision et les connaissances, et du coup, de fait, la légitimité pour pouvoir Exactement. commander des gens, en fait, contrôler le groupe, imposer ton rythme, etc. C'est ça. Moi, je suis pas un leader naturel. Et Ouais. le seul moment où j'arrive et que je peux diriger des gens et mener à bien une opération, c'est le mot qui a résonné dans ce que tu as dit, c'est vraiment ses connaissances. Et je sais ce que je vais faire, j'ai la vision, enfin, je visualise un petit peu comment ça va se passer, comment ça peut bien se passer. Les autres, quand ils ouvrent leur tronche, c'est beaucoup moins pertinent que ce que moi j'ai à dire. Et donc, c'est seulement à ces conditions-là que je vais prendre, finalement, assez naturellement, le statut de leader. Ouais. Et pendant une longue période de ma jeunesse, dans mes groupes de potes ou dans mes premiers stages, dans mes premiers groupes à l'école pour faire des projets, j'y avais pas ça parce que j'avais pas cette grande gueule naturelle ou cette énergie naturelle et je Ouais, bien savais sûr. que j'étais encore en train d'apprendre en fait. Et aujourd'hui où j'ai enfin, encore une fois, c'est le mot que tu as utilisé, le mot légitimité, je sens que je suis légitime, bah, là, ça vient effectivement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai développé, que j'ai débloqué même, ouais, je sais pas, l'année dernière, il y a Ouais, 2 ans, un truc comme ça. c'est avec la maturité, en fait. Parce qu'en gros, quand tu développes les différents aspects de la personnalité, et bah, du coup, Mm. tu vas débloquer différents archétypes qui auront différents attributs. Effectivement, naturellement, tu as ce côté très créatif, imaginatif, à réfléchir, etc. Et en fait, à force T'y arrives. d'apprendre, bah, comme tu dis, tu as accumulé des connaissances, tu as pu accéder à ton inconscient de commandant. Donc, le Mm. principe naturel de l'ingénieur, c'est l'INTP, donc qui est en gros Sûrement, ouais. en coulisses, donc plutôt en retrait, à faire le truc dans son coin, etc. Et en fait, à force d'avoir des connaissances, bah, tu passes non plus en coulisses, ce qu'on appelle en type structure. Donc, en gros, en fait, à contrôler les gens et à leur dire, voilà, faire ci, et ça, et à gérer l'équipe et à imposer la vision. Et Mm. effectivement, ça vient avec la maturité. Il n'y a pas Et de. c'est plutôt plaisant, Donc, ouais.
Et donc, ça revient avec ce que je disais avant, c'est que quelqu'un qui n'a pas développé ces différents archétypes, tu peux pas lui faire faire tout et n'importe quoi. Parce qu'en fait, si tu n'as pas développé tes archétypes, typiquement, je prends un INTJ, donc un stratège qui pourrait être un bon copywriter avec de la maturité, mais si il essaie de faire de base du copywriting, bah, il devrait en fait se forcer et faire un déblocage forcé de sa différente personnalité. Est-ce qu'il peut réussir, mais ça lui prendra beaucoup plus de temps que s'il allait directement dans son type de base, en fait. Comme toi, si tu avais dû D'accord. faire directement de la gestion d'équipe, Ah, je me serais fait au bouffer, ouais. départ, ça aurait été catastrophique parce que pour le coup, tu as un type qui a besoin de beaucoup de temps pour pouvoir accumuler l'expérience. Donc, tu as besoin de C'est vrai. beaucoup réitérer pour pouvoir réussir un truc. Euh, donc, tu aurais pu réussir, mais ça t'aurait pris peut-être, je sais pas, un an et demi, quoi. Euh, alors que là, tu as commencé par faire du copywriting, par faire ce dans quoi tu es bon naturellement. Donc, faut quand même bosser, évidemment, c'est pas instant. Oui. Mais Ouais, ouais, ouais. en fait, on va dire, c'est naturel. Donc, tu as bossé. Et en fait, une fois que tu as suffisamment amélioré ton personnage de base, ton archétype naturel, bah, en fait, tu as débloqué tes archétypes secondaires. Et voilà, en fait, tu peux Comme un gérer jeu plus vidéo. facilement et différemment. Extraordinaire. Et exactement. C'est ça. C'est C'est trop vraiment, c'est bien. vraiment ça. Et oui, c'est ce que je dis beaucoup, parce qu'en fait, je n'aurais pas la même approche dans un coaching sur un mec qui a 20 ans, qui Ouais. a plus ou moins rien fait, et sur un mec qui a 40 balais, qui a déjà eu un boulot, qui a fait différents trucs, etc. Mhm. Typiquement, le cas classique sur, euh, sur un guerrier ou un spécialiste, donc un ESTP ou un ISTP, c'est que d'abord, il doit récupérer de l'expérience sur un domaine, typiquement mécanique, sales, enfin closing, en gros, accumuler de l'XP sur un domaine particulier. Mhm. Et derrière, comme il a accumulé beaucoup d'expérience sur le sujet, il va être très bon pour l'enseigner aux gens. Et donc, typiquement, un mec voilà, qui a déjà fait des sales, qui a fait du closing pendant 1 an, 2 ans, enfin, je sais pas, 3 ans, voilà, ça dépend de son niveau, mais je lui dis, voilà, maintenant, soit tu peux continuer là-dedans si tu as envie, soit tu lances ton activité de coach dans le projet, quoi. Parce que tu as suffisamment d'XP maintenant pour pouvoir le transmettre. Ouais, je vois, ouais. Donc, ouais, en fait, Ah, ça ouais. dépend complètement des niveaux de maturité et de la personnalité. Toi, je sais pas si tu as ce truc-là, je pense pas de transmettre vraiment. Enfin, alors, pour toi, pour le coup, ça, c'est encore une autre catégorie. Parce qu'en gros, c'est un focus en fait différent des types. Mais en gros, je pense que toi, on va dire ton espèce de end goal, euh, ça va être de laisser une empreinte physique, de laisser quelque chose de physique dans le monde, en fait, derrière toi. Mhm. Euh, Alors déjà, je voudrais dire que ça, cette technique, ça doit vachement bien marcher en séduction quand tu arrives face à une meuf et que tu commences à lui parler d'elle-même, Ah, mais et que c'est tu commences n'importe à lui quoi. raconter sur, N'importe raconter sur son propre caractère, ça doit marcher du feu de Dieu. Ah, ouais, Donc encore une bonne raison d'acheter chez toi pour se former. mais Ça doit fracasser. j'utilise tellement, c'est n'importe quoi. Parce Genre, que... Ah, tu en fait, m'étonnes. quand Parce tu commences que... à. Ouais, vas-y. Soit tu as vraiment un bon niveau, comme moi j'ai, et tu peux trouver le type de la personne, en fait, juste en voyant un peu comment elle se comporte, comment elle parle, etc. Genre, ma copine, que j'ai rencontrée il y a 6 mois, allez quoi, 1 heure, c'était en soirée, c'est ça, donc on avait dansé ensemble et tout, on avait commencé à discuter, machin. Et au bout d'1 heure, je savais que c'était une STJ, quoi. Donc, mon type idéal. Mhm. Parce qu'en fait, je voyais comment elle se comportait, etc. etc. Euh, mais en fait, même sans ça, même si tu as juste le système en soi, que tu n'as pas encore cette capacité à pouvoir typer les gens en visuel, en fait, tu peux dire, ah bah tiens, d'ailleurs, un truc que je m'intéresse vachement, c'est la psychologie. Donc là, la meuf, elle est là, oh là là, enfin un mec intéressant, tu vois. Et pas un mec qui parle de voiture et de je sais pas quoi. Euh, et c'est vrai, si on fait ça Ah ensuite, non, je te fais le test, etc. Et tu fais le test, après tu lui sors son type et elle en peut plus, quoi. ah, Donc, ouais, clairement, hein. hyper efficace. Et donc, oui, En tant pour revenir sur ce que que, tu. Vas-y. en tant que marketeur, moi je le sais très bien que une des erreurs que les gens font, c'est de parler d'eux, de parler de leurs produits, alors que ce qu'ils doivent faire, c'est parler de leurs clients à leurs clients. Et là, c'est typiquement ce que tu es en train de faire. On est en train de Ouais. discuter, d'un coup tu me dis, toi, t'es le genre de mec, un des objectifs de fin de vie long terme que tu dois avoir, ça doit être de laisser une marque, enfin, ouais, ça, ton empreinte dans le monde, un truc. Et ça sort à peu près au milieu de nulle part, tu vois, tu me parles de moi, tu dis un truc vachement précis, tu me fais réfléchir sur moi-même. Bam, moi je suis à fond dans le truc parce que tu me parles de moi. Je veux dire, c'est extraordinaire la puissance de ce genre de phrase.
en Et termes ça, de on va pas séduction, forcément oui. en compte en tant que tel. Et après, en plus, t'as encore le truc supplémentaire, c'est que, ah bah tiens, après, parce que du coup, une fois que tu as fait ton type, et de faire son type à elle, tu lui dis, bah tiens, toi, c'est quoi ton type? Là, tu lui expliques. Après, tu lui dis, bah tiens, c'est marrant, on est compatible à 100%. Oh, c'est plus. Là, là, bon, qu'est-ce qui se passe, tu vois? On va chez qui? Qu'est-ce qu'on fait? On va chez qui? Non, mais du coup, pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est un truc qui me parle, quoi. C'est vrai que c'est un truc qui me parle, l'idée de. Alors moi, je suis vachement orienté famille, même si j'ai pas trop grandi dans une famille. J'ai grandi dans une famille très égocentrée, très très éclatée. Enfin, mes parents sont ensemble. Je veux dire, il y a pas de tout le monde tout le monde se parle, tout le monde se voit. Il y a personne qui se fait la gueule, mais c'est juste que il y a pas tellement de solidarité tribale, si tu veux, dans ma famille. Je veux dire, si un jour moi je vais mal et que j'en parle éventuellement à mes parents ou à mes sœurs, ils vont me poser deux trois questions et ça va être vite fait. Tu vois, ils vont pas forcément me prendre de mes nouvelles, ils vont pas. Mais c'est pas que j'en ai rien à battre de moi, c'est que voilà, ils sont pas très famille. Mais moi, depuis tout petit, j'ai cette vision de je vais avoir des enfants. Même je me souviens, j'avais 8 9 ans, mes parents m'avaient contrarié parce que je sais plus, je voulais un verre de sirop quand on passait au coffee bar après l'église là, et mes parents ils me disaient non, t'en as déjà eu un, t'en auras pas deux, et moi dans ma tête c'était, eh ben moi quand j'aurai des enfants, eh ben ils seront élevés différemment parce que la frustration que je ressens actuellement, elle est vraiment intolérable et je veux pas infliger ça à mes enfants, tu vois, j'étais déjà dans le futur, et effectivement je pense que du coup ça se matérialisera beaucoup dans ce côté je veux léguer des enfants beaux, balèzes, compétents et qui vont s'en sortir. Enfin, que je sais pas, ouais, c'est ça. Je veux laisser à mon pays, je veux laisser à ma terre des êtres humains qui seront au moins aussi stylés que moi. Et même pour blaguer, souvent, des fois, je dis que à partir de moi, je vais commencer une dynastie. Quoi. Je suis team premier et, et mon fils sera le second du nom, tu vois, ce genre de truc. C'est parce que ça me correspond effectivement. Alors, moi, typiquement, moi, je suis plus sur le. En fait, en gros, ce qu'on appelle en anglais, c'est des temples. Donc, toi, c'est le temple de l'esprit, pardon, du corps. Donc, effectivement, ce Ouais. côté empreinte, empreinte physique, en fait, c'est mort parce que même si de base, t'as un type très abstrait, un Mhm. archétype très abstrait, t'as quand même ce côté d'empreinte physique à laisser dans le monde, quoi. Euh, alors, moi, pour le Ouais. coup, c'est l'inverse. Moi, je suis un type beaucoup très concret. Mais en gros, mon focus, ça va être l'âme. En fait, moi, je veux améliorer Hmm. les gens. Tu vois. Et, Ouais. et ça, Ça c'est j'avais vrai lu, que ouais. Ouais, vas-y. j'avais lu un article super intéressant sur Léonidas, c'est le mec, le Spartiate, là, Le roi le de Sparte, 300. ouais. Ouais. Et en fait, ce qui expliquait que c'était un sage, un NFJ, parce qu'en gros, si ça avait été un guerrier, un ESTP, moi, tu vois, on me dit, bon, en face, il y a 10 000 mecs, est-ce que je prends 300 soldats ou t'en prends 1000? Tu vois, il n'y a pas de question, en fait, j'en prends 1000. Parce que Ouais. voilà, je suis quand même pas débile, je sais compter. Euh, mais en fait, pour le coup, le sage, l'INFJ, lui, il a son côté rationnel, il l'a extrêmement bas. En fait, pour lui, ça n'existe pas. Pour le côté chiffre, il s'en fout, en fait. Lui, il est Hmm. focus uniquement sur la valeur intrinsèque des gens. Et du coup, il s'est dit, bon, Ah est-ce que je ouais. prends mes 2000 mecs ou est-ce que j'en prends est-ce que je prends les plus solides, les plus Est-ce vénères, que je quoi. prends les 300 meilleurs, quoi, ouais. Ouais, ça, en fait, du coup, bah, il a pris les 300 meilleurs parce que justement, c'est aussi il fait aussi partie du temple de l'âme. Et voilà, du coup, il a pris le focus des mecs les plus valeureux. Et en fait, il s'est sacrifié. Il a utilisé son corps comme objet de sacrifice pour voilà, la Grèce, etc. Et Hmm. bref. Et donc, oui, voilà, le Alors truc ici, c'est que vraiment. alors que pour un mec logique, c'est juste un peu con, quoi. C'est Oui, beau, mais voilà, c'est con. tu prends le plus de mecs possible et voilà, que tu te débrouilles. Mais ouais, c'est marrant. Et effectivement, moi, mon focus, c'est vraiment d'améliorer les gens. Que je me souviens enfin, même quand je faisais Hmm. rien, j'avais rien à faire, je me faisais chier à bouler de merde il y a 2 ans, là. Bah, je faisais quand même des cours de boxe où mes potes ils étaient mauvais en boxe. Et moi, comme j'ai toujours une espèce de naturel, bah, en fait, je trouvais des trucs tout seul qui marchaient, donc bah, je leur apprenais. Et voilà, toujours ce focus-là sur apprendre les gens, quoi. Et sur Hmm. améliorer les gens.
C'est vrai que autant j'aime bien l'enseignement, autant c'est pas forcément un achievement ouais, de fin de vie parce que ouais, c'est ça, j'ai l'impression que ça durera pas assez longtemps. Ouais. Ouais, je comprends cette Ouais. différence du coup. Et après, tu as deux autres temples. Tu as le temple de l'esprit et le dernier, c'est du. Je sais plus. Attends, faut que je... Ça pas du tout, faut que je révise. Euh, Et comme c'est pas le mien, bon, c'est un peu compliqué de. Forcément, tu as toujours plus d'exemples et de connaissances sur ton type à toi que sur les types, Ouais. les archétypes Mm, extérieurs. Mais bref. Ah, Effectivement, du coup, pour continuer sur le copywriting, donc effectivement, tu ouais, parlais d'aisance à l'oral. Euh, on parlait du côté créatif, donc voilà, oui. imagination. Après, je pense qu'il y a aussi un côté où il faut être dur au mal, c'est-à-dire qu'il faut être capable de te faire, je sais pas, X temps où tu vas apprendre apprendre le skill et sans peut-être forcément avoir de retombées directes, parce que je sais pas, peut-être un mois, 2 mois, si tu fais ça à temps plein, où tu es là, tu écris des trucs, tu recopies tes textes d'auteurs connus et ouais, pas forcément de Ouais. retour en direct, quoi. Ouais, ouais, si t'es, oui, c'est ça, si t'as ce côté industrieux, ouais, c'est ça, consciencieux, c'est un gros plus parce qu'il y a si tu veux devenir très bon rapidement en copywriting, il y a ce côté monomaniaque où tu vas prendre des pages de vente qui ont fait des millions et tu vas les recopier à la main. Et ça, Ah ben, c'est à peu près, ouais, c'est à peu près un passage obligé, quoi, parce que c'est pas juste les lire, c'est vraiment le réécrire à la main pour vraiment t'imprégner de chaque structure, du style, de pourquoi est-ce que ce mot-là plutôt qu'un autre, pourquoi est-ce que cette phrase-là est pas beaucoup plus longue, pourquoi est-ce que ça c'est vachement fort, et tu vas tomber sur des pépites comme ça que t'aurais pas eu juste en lisant une seule fois. Et ouais, c'est ça, la meilleure manière de s'imprégner des meilleurs, ça va être de recopier leur texte de vente à la main, effectivement. Et ça va t'aider aussi sur le côté recherche. Parce que ouais, il y a un type de caractère aussi qui peut court-circuiter un peu la recherche. C'est quelqu'un qui s'intéresse vachement aux humains, qui est très très empathique, qui veut beaucoup comprendre le monde et qui a cette quête vraiment d'être compris et d'être accepté par les autres. Je pense que c'est une partie de ce caractère-là. Et du coup, de base, toute sa vie, il va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les autres fonctionnent comme ça, pourquoi est-ce que quand tu fais ça, ils t'aiment bien, quand tu fais ça, ils t'aiment pas. Et, euh, et tu vas nouer aussi des affinités avec des groupes de personnes en particulier. Et quand tu auras compris comment ces différents groupes de personnes fonctionnent, donc ça peut être par exemple les gamers si tu es un peu gamer, ça peut être les militants politiques si tu as cette sensibilité-là, ça pourrait être les personnes les mères de famille qui s'intéressent à la nutrition pour leurs enfants, tout ça. Tu as déjà un peu l'avatar client en tête et ça peut t'épargner de la recherche. Maintenant, si tu n'as pas ce côté très empathique et très orienté humain et très orienté compréhension du système, du logiciel, du système de pensée des gens, tu peux aussi t'en sortir en tant que copywriter à condition d'être, encore une fois, donc je rebondis sur le côté industrieux, enfin je boucle la boucle, parce que tu peux t'en sortir avec un travail de recherche. Et là, ça va être assez long, assez fastidieux, assez monomaniaque, mais il va falloir aller sur des forums. Et pour reprendre voilà, la médecine naturelle, par exemple, tu vas aller sur des forums où tu as des petits vieux de 65 ans qui se plaignent de leur douleur. Et là, tu vas copier-coller méthodiquement dans ton Google Doc les expressions qu'ils utilisent pour parler de leur souffrance, les expressions qu'ils utilisent pour parler de leur libération, si jamais c'est un témoignage de guérison. Et ça, tu vas en faire des Google Docs vachement longs. Généralement, le résultat de ton travail de recherche, bon, c'est pas que des quotes de ce que les gens disent, c'est aussi des articles de journaux, des articles scientifiques pour prouver que ton mécanisme, voilà, il est baqué par de la science. Mais à la fin, ton travail de recherche, il va faire potentiellement 2 fois, 3 fois la taille de ton texte de vente finale. Il y a des grands ouais. copywriters de chez Agra Financials ou Tugan Barra ou des gens comme ça et qui disent que voilà, ils font un travail de recherche qui va durer 5 jours. C'est peut-être la plus grosse partie du travail de rédaction de la page de vente. Et à la fin, ils vont utiliser seulement 15-20% des preuves qu'ils ont accumulées pendant tout ce travail de recherche. Parce Ouais. que c'est les 15-20% des meilleurs. Et le reste, c'est pas perdu parce que tu t'es imprégné de l'atmosphère, tu t'es imprégné de la manière de penser, tu t'es approprié des éléments de langage. Et tout ça, ça va faire que quand ton prospect il va lire ta page de vente, il va se faire ah, ce mec est comme moi. Ce mec est comme moi, ce mec m'a compris, ce mec sait pourquoi je souffre, donc ce mec a forcément une solution. Et il achète. Ouais.
Donc voilà Oui, pour puis en plus, pour tu le refais les côté. textes tu refais des textes dans le même domaine, c'est intéressant d'avoir, tu peux repartir directement dedans, quoi. Mm. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de se spécialiser dans une niche, quoi, parce que comme ça, t'es pas obligé de repartir à zéro pour savoir comment est-ce que telle autre catégorie socio-professionnelle pense et c'est quoi ses éléments de culture, c'est quoi ses éléments de langage, c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses espoirs, etc., etc. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi un point que t'as pas forcément, auquel tu penses pas forcément parce que c'est naturel pour toi, mais il faut aussi, je Vas-y, pense, avoir une vas-y. grosse capacité à pouvoir rester seul sur son ordi, quoi. Oui. Alors, si t'es quelqu'un qui a la bougeotte, c'est compliqué aussi. Ça reste un travail d'employé du tertiaire, quoi. T'es derrière ton bureau et la plupart de ta créativité, tu vas la faire le cul collé à ta chaise et tu vas devoir passer des gros moments de focus vraiment à écrire, quoi. Donc Ouais, effectivement, si t'es plus quelqu'un qui s'éclate parce que tu fais des meetings, parce que tu fais du networking, faut tout le temps que tu ailles bouger à droite à gauche pour aller voir des gens. Faut que tu sortes régulièrement. Bon, à la limite, si tu as besoin de sortir régulièrement pour faire du sport, ça, c'est pas forcément un problème. Tu fais 45 minutes, tu vas sortir 15 minutes, tu refais 45 minutes d'écriture, tu peux manager. En fait, je vais plus dire, oui, donc il y a aussi un, rester sur son ordi, et deux, l'aspect de ne pas parler à des gens, parce que c'est un travail qui est solitaire, en fait. Ah, ne pas Je parler à sais. des gens. J'avoue que moi, je fais pas ça. Je ne parle pas aux autres êtres Ouais, humains. Non, ouais, non, en moyenne, je parle moins aux autres êtres humains que la moyenne des gens parce que ça me fatigue très ouais, vite. J'ai ce côté je introverti veux où ça dire que me pompe pour, beaucoup ouais, d'énergie. c'est ça. Et pour quelqu'un comme Ouais, moi qui est très extraverti, devoir passer ma journée sur un, un écran sans forcément avoir de contact humain, en fait, ça me plombe, quoi. Moi, pour le coup, je perds masse ouais. d'énergie si je parle pas aux gens, quoi. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Ce qui pour toi est Après, complètement naturel et ça paraît même absurde, j'imagine, de perdre de l'énergie en restant seul, quoi. Après, je suis pas sûr que ça soit une contre-indication au fait de devenir copywriter parce que, ouais, enfin, je veux dire, quand t'es bon, quand tu commences à bosser, voilà, tu commences à faire ton petit networking, tu te mets sur Twitter, tu suis d'autres copywriters, tu peux discuter avec eux. Je veux dire, moi aujourd'hui, il y a 3-4 copywriters dans ma boîte selon les moments. Pour faire des reviews de texte, j'ai le choix. Soit on peut s'appeler et faire ça en live, soit je peux faire ça tout seul dans mon coin. Donc, euh, puis pareil, Oui, une fois que tu t'es fait des potes copywriters, ils t'envoient leurs textes, on en discute, tu leur envoies tes textes pour les relire, on en discute. Il y a des occasions non, mais, d'interaction sociale. oui, certes, mais enfin, on va dire que c'est toujours un spectre. Si tu veux, t'as un spectre où les gens auront besoin de parler 80% du temps, ils ont besoin de passer 80% du temps à parler. D'autres, ils ont besoin de passer 10% du temps à parler, quoi. C'est toujours un spectre. Après, oui, Effectivement, oui. si comme moi, tu es quelqu'un qui veut voilà, beaucoup communiquer avec les gens, etc., c'est sûr que voilà, copywriter, bon, ça va être compliqué, quoi. Mais c'est vrai que toi, tu es beaucoup plus à l'aise dans le coaching, du coup, ça Ah, c'est ça. c'est sûr. Posez-vous la question de est-ce que vous êtes quand même prêt à passer, je sais pas, 4 heures par jour en concentration massive devant un écran tout seul à écrire, ou est-ce que cette concentration, vous préférez la porter sur une personne humaine que vous avez en face à face, que vous essayez d'aider, vous essayez de répondre aux questions. Ouais, et puis typiquement, après, bon, il n'y a pas que copywriting ou coaching, mais il y a plein de business. T'as du closing, Oui, closing il y a aussi, des pareil, plusieurs. je m'étais formé, mais j'ai jamais pu faire parce que passer autant de temps au Ouais, téléphone avec les gens, au bout d'un appel, moi je suis rincé, quoi. ouais, ouais, exactement. Donc, ça n'a pas de sens de faire du closing en tant qu'NTP, quoi. Surtout qu'en plus, c'est pas du tout un Mm. type qui va initier et qui va aller, euh, entre guillemets, chercher la personne. Donc, c'est clair que pour envoyer de l'énergie, c'est tendu, quoi. Ouais. Alors c'était pas un exercice inintéressant. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai développé beaucoup de trucs, mais faire ça tous les jours, c'est non quoi. Ouais, bah, ça. Pas pour les gens comme moi. Non, c'est clair. Après, qu'est-ce qu'il y aurait en plus sur le. Je pense qu'il y a aussi il y a aussi un côté qui est important, un coopératif, enfin relativement important, pas forcément trop, mais qui joue quand même. C'est que tu vas quand même avoir, toi, un côté très informatif. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas être voilà, très dans la formule que tu disais au départ, tu aimes bien faire des trucs un peu alambiqués, etc. Mais en fait, Mhm. je pense que en coopérative, c'est important parce que si t'es pas informatif, si t'es très direct, quelqu'un de très comme moi, moi je suis très
d'aller à l'essentiel, très efficacité, etc. Mais en fait, quand il faut écrire un texte, moi, quand j'écris un truc, je mets un message de 10 lignes et c'est fini. Tu vois. Enfin, je suis en mode, voilà, c'est bon, j'ai dit l'essentiel, euh, j'ai pas besoin de dire plus. En fait, bah si, parce que quand tu fais un texte de vente, bah, faut mettre les preuves, qui tu es, les bénéfices clients, les Ah, bonus, les machins, les trucs. Et bah, du coup, si t'es vraiment très direct, bah, c'est un peu compliqué. Parce que bah, t'as pas l'habitude en fait de bah, donner autant d'informations, autant de détails quand tu parles aux gens. oui, oui et non. Enfin, oui, enfin, je vois ce que tu veux dire, parce que toi, quand spontanément on t'aurait demandé d'écrire une page de vente, tu t'aurais dit bon, il y a besoin que de ça, et ton côté très direct, t'aurais, comment dire, c'est quoi la qualité en copywriting? C'est comment est-ce que je pourrais formuler ça? Savoir automatiquement quelles objections vont émerger spontanément dans la tête du prospect qui va lire pour pouvoir les lever de manière préventive. C'est-à-dire, je suis Mhm. face à ce texte-là, c'est moi qui l'ai écrit, c'est mon produit, mais j'arrive quand même à avoir cette lucidité de me dire, un étranger lisant ça, il va se dire, non, mais je te crois pas parce que ça. Et du coup, tu comprends que dans ton texte, il manque tel type de preuve. Ça, c'est vrai que c'est une qualité, mais encore une fois, c'est pas, ça t'empêche pas d'être copywriter parce que encore Ouais. les phrases courtes, les mots simples, ça marche vachement bien. Et toi, si on te file un script et qu'on te dit, alors tu commences par une accroche, dans cette accroche, il doit y avoir tous ces éléments-là, ensuite il y a ça, puis après il y a de la pédagogie, il doit y avoir tous ces éléments-là, puis après il y a la garantie, puis après il y a les bonus, il doit y avoir tout ça. Si tu coches toutes les cases au final, si tu remplis bien tous les trous et que tu le fais de manière simple, directe, en créant un peu un imaginaire, histoire de quand même raconter un peu une histoire, tu peux devenir un très bon copywriter quand même. Ça a des points forts. Ton type de caractère a aussi des points forts. Et moi, mon point faible, c'est que du coup, avec mon côté informatif, j'ai envie de reformuler des phrases, de les répéter plusieurs fois de différentes manières pour être sûr qu'on me comprenne bien. Et en fait, à la fin, le texte, il est long et chiant, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, ouais, sur l'aspect, revenir un peu sur la qualité, enfin, moi je dirais vraiment que la qualité principale, est-ce que c'est ce que j'ai vu, on va dire, en termes d'efficacité la plus naturelle, c'est d'avoir une bonne capacité d'imagination sur le champ des possibles. C'est vraiment, je pense, le truc principal. Après, effectivement, le reste, tu peux, bon, pas forcément ultra crucial, tu peux modifier. Parce qu'en fait, Mhm. cette capacité-là d'être, d'avoir de la fluidité de l'imagination, c'est aussi en gros une question de, de gestion. Non, automatiquement, t'as vu ce que je disais, mais c'est aussi une question de gestion de vocabulaire. Parce que voilà, tu Ouais. auras plus de vocabulaire, plus d'aisance orale, etc. Et en fait, bah, ça aide vachement, tout simplement, à être fluide et à avoir une Mhm. aisance au niveau créatif. En fait, tu peux être un copywriter correct avec des mots clairs, simples, directs, un vocabulaire limité. Si tu veux passer dans la catégorie d'au-dessus, qui fait un peu plus rêver et du coup qui fait mieux vendre parce que ça génère plus d'émotions, effectivement, il faudra essayer d'avoir un vocabulaire un peu fleuri. Je peux te prendre cet exemple à un moment où je m'intéressais pas mal à la mode masculine et j'écoutais une vidéo de Stéphane Edouard un peu qui parlait de ça aussi d'ailleurs, parce il a fait des relookings avant de faire des relations hommes-femmes. Euh, Ouais. il insultait ses clients en leur disant vous êtes des gros bourrins d'ingénieurs, arrêtez d'utiliser des mots comme gris, marron, marron clair. Cette veste de costume-là, elle n'est pas grise, elle est, je sais rien, il va utiliser des mots beaucoup plus élaborés comme grège, comme perle, tu vois, des trucs comme ça. Ça, c'est pas marron, c'est taupe, c'est sable, c'est des trucs comme ça. Et en fait, arrête d'être trop direct et commence à avoir un peu de, je sais pas, un peu de poésie, tu vois, tout simplement, Ouais. un peu de beauté. Commence à raconter des trucs dans des choses aussi connes que comment est-ce que tu t'habilles. Et c'est vrai que si t'as pas cette appétence naturelle pour aller un peu vers un peu de poésie, un peu de beauté, un peu de vocabulaire fleuri, euh, ton copywriting sera un peu handicapé, mais ça t'empêchera pas d'écrire tes propres textes de vente et d'avoir des trucs corrects, compréhensibles, qui fonctionnent éventuellement. Et tu pourras peut-être éventuellement t'adresser à une niche un peu plus bourrin, un peu plus ingénieur, un peu plus rationnel et moins émotionnel. Mais
la vente reste quand même émotionnelle. Et pour être un bon storyteller, comme tu disais, c'est des belles métaphores, c'est des belles images, c'est créer un imaginaire. Parce que au moment où tu vas dire au mec, imagine comment ta vie elle sera une fois que tu auras ça, ça, ça et ça, les bénéfices de mon produit, et ben comme le mec il aura déjà commencé à rêver, comme tu auras développé cet imaginaire, je me souviens pour des gars de la communauté qui voulaient lancer une formation en dropshipping, ils voulaient vendre leur truc comme étant un écosystème. Et comme ils vendaient à des jeunes plein de testos qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat, moi j'ai fait une métaphore filée tout le long de la page de vente avec l'écosystème comme étant la jungle amazonienne, tu vois. C'est un écosystème de fils de pute ultra bourrin, ultra violent. Il y a des prédateurs, il y a des proies. Choisis dans quel camp tu es. Et tu vois, genre les features de trucs, SEO, le lion SEO, l'anaconda des backlinks, tu vois, genre à chaque fois, tu vois, je mettais un nom de prédateur à côté des termes techniques. Et tout du long de la page de vente, tu vois, juste parce que les gars m'avaient dit écosystème, et ben moi j'ai décidé de créer cet imaginaire de jungle amazonienne. Et ça marchait vachement bien, tu vois, il y avait un sentiment, il y avait une émotion qui se dégageait. Et même si je vendais à des gros bourrins d'entrepreneurs, et ben ils kiffaient ça, tu vois. Moi, j'aurais jamais eu une idée comme ça, quoi. De partir sur Ouais, on rebondit un peu mais, sur la créativité. Ça, c'est clair que si t'es pas créatif, le copywriting, c'est pas pour toi, je pense. ouais, Euh, tu vas picorer des idées à gauche, à droite. Tu vas avoir du mal à les reformuler. Non, ça va être trop long, ça va être trop galère. Je vais passer trop de temps. mais comme tu disais, en fait, tu seras jamais un coopérateur d'exception, en fait. Ouais, ouais, ouais. Les bons copywriters, être un bon copywriter, c'est si tu es capable de faire le travail et d'aller chercher des preuves. L'excellent copywriter, c'est quand tu passes au stade au-dessus et que tu trouves des grosses big ideas où vraiment t'arrives et le mec, tu lui racontes une putain d'histoire, il a jamais entendu ça de sa vie, même si c'est sur une niche qui est surexploitée. T'arrives, tu prends un nouvel angle, bam, c'est super original, c'est super accrocheur. Le mec, il veut comprendre ce qui se passe et du coup, il lit. Et ça, tu le fais pas sans créativité. L'originalité, ça, même avec beaucoup de travail, soit tu l'as pas. Même moi, je sais pas comment est-ce que ça me vient. Tu vois, il y a des jours, j'arrive, je relis mon texte, ça fait une semaine que je suis dedans, je vois plus rien. Vas-y, de toute façon, j'ai écrit de la merde, ça sert à rien. Je prends 2 jours de pause, je reviens dessus, j'ai des idées de génie. D'où elles sortent? Aucune idée. Aucune idée. Je sais pas comment. Bah, Je ça, peux en pas fait, apprendre à je quelqu'un pense que ça, tu c'est vois. simple, c'est que toi, enfin, donc l'ingénieur, euh, on va dire qu'il y a un aspect extrêmement euh, basé sur l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, toi, en gros, comment est-ce que ton processus de réflexion il marche? Tu vas avoir, euh, en gros, tu vas avoir, premièrement, tu vas vivre des trucs, tu vas emmagasiner de l'expérience, tu vas emmagasiner des données, etc., etc. Et une Ouais. fois que tu as créé ça, ben, en fait, ton cerveau, il va partir de ce que tu connais déjà pour Il va faire des imaginer des liens. nouveaux trucs. C'est Il va ça. faire des liens, il va imaginer de nouveaux trucs, ouais. Mais ça, tu vois, ça s'apprend pas, je pense. C'est même Non, en non, travaillant beaucoup, si tu l'as pas un petit peu naturellement, c'est une tu seras question pas de type. un bon copywriter, quoi. C'est une question de type. Donc, Mm. Donc connaissez votre type. ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que il y a vraiment deux types d'INTP. Tu as les INTP qui sont ingénieurs et les INTP qui sont copywriters, quoi. C'est vraiment drôle parce que je sais pas qu'est-ce qui fait fondamentalement cette différence. Mais les deux ont le même type. Mais Mhm. tu as vraiment, voilà, ils vont en mode copywriting, d'autres ils vont en mode ingénieur, quoi. En fait, je pense que, Euh, à mon avis, il y a une connexion au côté entre guillemets émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, le mec logique, donc qui est que logique, mm. ingénieur, il sera pas du tout connecté à l'aspect empathique. Justement, il va pas réussir à avoir de lien émotionnel avec les gens. C'est pour ça qu'il se met sur une machine, parce qu'il n'arrive pas à connecter émotionnellement avec les gens. Et en fait, pour le coup, le gars qui sera copywriter, à mon avis, c'est celui en fait, qui a réussi quand même si dans sa vie de tous les jours, il ne le fait pas forcément, mais il a réussi quand même à connecter, entre guillemets, avec les gens qui sont. Enfin, avec les gens et utiliser Mm, l'empathie, en fait. mm. Et pas d'être que un gros bourrin, comme tu disais, ingénieur. J'ai peut-être une piste de réflexion aussi. Moi, pour avoir fait les tests de QI, j'ai enfin, si vous savez pas, le test de QI, ça se divise en 4 piliers. Le QI logique, le QI verbal, la mémoire tampon et la vitesse d'exécution. Enfin, la mémoire immédiate et la vitesse d'exécution, en gros. Moi, j'ai un QI verbal qui est quand même vachement haut. Et mon QI logique, il a un peu.
Enfin, il est un peu à la moyenne, quoi. Et c'est vrai que là où parce que j'ai un diplôme d'ingénieur, et là où les autres me mettaient des mines, c'est qu'ils étaient beaucoup plus rapides, ils étaient beaucoup plus logiques, et les exercices de maths, ils maîtrisaient des abstractions qui, moi, me semblaient vraiment pas évidentes. Ils les maîtrisaient en 2 secondes, ils jouaient avec hyper vite, ils comprenaient vachement vite. Et c'est là où eux, ils me mettaient une tôle. Et eux, ils ont continué, ils étaient ingénieurs, tu vois. Et moi, j'ai arrêté l'ingénierie après 1 an et demi dans le monde pro, et j'ai fait du copywriting. Est-ce que c'est pas à cause de mon haut QI verbal, où au final, je suis quand même plus à l'aise avec les mots, tu vois? Je sais pas. C'est peut-être une piste de réflexion à aller voir. Ouais. Mais après, qu'est-ce qui fait que sur le même type, il y en a qui ont plus de QI verbal, d'autres qui ont plus de QI, je sais pas comment dire, logique. Ah bah du coup, là, c'est ton expertise. Moi, je sais pas comment ils sont foutus, les types, au départ. Peut-être une question d'éducation. Parce que fondamentalement, c'est pareil. Les deux vont être pareils. C'est une question d'éducation, ouais, je sais pas. C'est intéressant de creuser le sujet. Parce que en termes de fonction cognitive, ils auront le même fonctionnement fondamentalement. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire ça? Je sais pas. Non, ouais, non, je t'avoue qu'il faudrait voir, une fois que tu as défini le type de quelqu'un, qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre pour se différencier. Et là, tu peux essayer d'avoir des pistes. Ah, en fait, tu as le développement. C'est-à-dire que tu peux avoir deux personnes qui ont le même type, bien que ça qui aura plus développé je sais pas, son côté, bah, toi, on parlait tout à l'heure du côté commandant, donc à gérer des gens, Ouais. etc. Et l'autre, il aura plus développé son côté euh, du subconscient sur l'aspect en gros empathique et prendre soin des gens en fait. Tu peux avoir différents focus comme ça en fait. Et après peut-être que c'est des questions de pas d'environnement à la base, tu sais, je sais pas genre comment est-ce que tu as été éduqué, est-ce que tu as été plus sur les bouquins, sur je sais pas quoi, tu vois, des trucs comme ça. C'est possible aussi. Ouais, oui, ouais, non, parce que moi j'avais une piste, mais du coup j'ai aucune idée de comment est-ce que le score de QI est corrélé au type. Donc, si ça se trouve, c'est complètement une fausse piste. Bah alors si oui, pour le coup, ça effectivement, je pense que c'est clair que le QI est lié au type, parce que bah, le QI, forcément, si tu pars sur du QI intellectuel classique, fondamentalement, c'est de la logique. Et pour le coup, la logique, c'est C'est ça. une des caractéristiques des types, c'est que bah, là, t'en as qui l'auront à 100% comme toi, d'autres qui l'auront comme moi à 90, et t'en as qui l'ont à 10%, quoi. Donc bah, forcément, le QI va être relié euh, à ça. Après, il y a un autre truc auquel je ne croyais pas beaucoup au départ, mais force est de constater, parce que ma mère est vachement là-dessus, et à force de me bourriner le truc et de me bourriner le cerveau avec ça, bon, je finis par admettre qu'effectivement, parce qu'apparemment, enfin, quand j'étais petit, genre, j'ai commencé à lire je sais plus, à 2 ans, je crois. Non, pas à lire. Je commençais enfin, je sais plus. Bon, en tout cas, c'était beaucoup plus tôt que. Enfin, typiquement, quand j'avais 2 ans, bah, tu sais, tu jouais avec des petites voitures, et bah, Ouais. les autres enfants, ils faisaient vroom vroom. Moi, par exemple, j'étais là, je triais mes voitures par couleur, par taille, machin. Et en fait, j'étais là, ou même, tu vois, d'ailleurs, pour des jeux de Playmobil, euh, t'avais mes amis de l'époque qui faisaient genre, pour les deux Playmobil, ils faisaient tac-tac, machin, ils se tapaient dessus. Et moi, j'étais là, je faisais des stratégies militaires pour faire des contournements, des trucs. Donc, peut-être qu'il y a des histoires de Mhm. précaution. Après, là, j'ai pas forcément de. Donc, je pense que c'est peut-être ça aussi qui joue. Après, j'ai pas de données, j'ai pas forcément plus de trucs comme expérience perso. Mais peut-être que ça joue aussi, quoi. Et il y a Mhm. des chercheurs français qui parlaient de ça. Tu vois, t'as juste des gens, en gros, qui vont euh, fonctionner différemment de la normalité, entre guillemets, quoi. Et ça, Ok, indépendamment du type. ouais. Donc ça joue aussi, je pense, le QI, forcément, quoi. Et oui, c'est clair que le Après, QI a un impact sur les types, ça c'est évident. un type de QI, ouais. D'ailleurs, pour si les gens qui écoutent cette conversation se posent la question, le QI, c'est pas l'intelligence. Le QI, c'est une forme d'intelligence, et c'est plus particulièrement, ça mesure ta capacité à manipuler des abstractions. Et donc, du coup, effectivement, quand ta vie de tous les jours, c'est survivre dans la jungle, chasser et te reproduire et pas te faire buter par un prédateur,
t'as pas forcément besoin de te projeter vraiment dans le futur, parce que le futur c'est quelque chose d'abstrait, c'est pas le présent c'est très concret, et de commencer à faire des maths ou des trucs comme ça. Et donc c'est une forme d'intelligence. Donc ça c'est aussi ce que les détracteurs du QI vont dire ça. C'est pas l'intelligence, c'est une forme d'intelligence. Et les gens qui défendent un peu le QI vont dire oui, mais c'est la forme d'intelligence qui est peut-être le plus corrélée avec le succès que tu vas avoir dans une société complexe et hiérarchisée comme la société humaine du 21e siècle, quoi. Parce que si tu es capable de réfléchir vite avec des notions abstraites et de prédire le futur et tout, en fait, tu peux faire des professions qui nécessitent ça. Donc, chercheur à l'université, faire du droit à très haut niveau, gérer des boîtes à très haut niveau aussi, c'est aussi géré au QI. Donc, c'est corrélé au QI parce que la vitesse d'exécution, la vitesse d'apprentissage, ça va être très, très corrélé à ton succès. Si tu es un peu lent, et d'ailleurs, je dis pas ça de manière méprisante, hein, moi-même, je sais que je suis un peu lent dans la vie de tous les jours, forcément, tout ce qui est effet cumulé, tu iras beaucoup moins vite et du coup beaucoup moins loin que les autres dans la vie, quoi. Voilà. Ouais. C'est pour un petit Après, en fait, éclaircissement. ça, le côté lent, en fait, le problème, c'est que les gens confondent. Ils n'ont pas de mesures concrètes pour définir les trucs. En fait, toi, tu peux être très rapide sur le côté imagination-création. En fait, imaginer le futur. Tiens, on te dit un truc, directement, tu vas penser à 35 possibilités. Euh, mais du coup, Mmh. en fait, tu vas être plus lent sur l'aspect réalité. En fait, tu vas plus te focus sur ta mémoire, fondamentalement. Alors que moi, je suis plus focus naturellement sur ce qui m'entoure, plutôt que sur ma mémoire et sur mes propres sensations physiques. Mais pour le coup, en termes de futur, je vais plus euh, apporter l'intérêt naturellement à qu'est-ce que moi je vais faire dans le futur. Alors toi, naturellement, tu es plus focus sur qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qui pourrait se passer en général. En gros, le côté plus création. Alors que moi, c'est plus. En gros, tu auras plus une vision dispersée sur qu'est-ce qui pourrait se passer en général. Moi, ça sera plus sur moi, qu'est-ce que je vais faire, en gros. Et en fait, les deux sont liés. Ouais. Si tu es plus sur ta vision personnelle de toi dans le futur, bah, du coup, tu vas plus être sur qu'est-ce qui t'entoure, quelles sensations tu vas donner aux gens autour de toi, être dans l'instant présent. Alors que si tu es plus sur le côté qu'est-ce qui pourrait se passer en général dans le monde, en fait, du coup, tu vas plus être sur tes propres sensations et ton passé et ce que toi, tu ressens physiquement et ta mémoire, etc. Euh, Parce qu'en fait, tu vas utiliser, en gros, en fait, le principe, c'est que toi, tu vas utiliser tes expériences passées pour imaginer le futur. En fait, tu sais que ce qui s'est passé va arriver à nouveau. Donc, tu te dis, bah, tiens, ça s'est passé comme ça dans cette situation. Donc, bah, cette Ouais. nouvelle situation qui ressemble, bah, sera pareille. En gros, Ouais. je schématise en gros. Ouais. Euh, C'est pas faux. et moi, pour le coup, c'est l'inverse. Moi, en fait, moi, je vois ce qui se passe autour de moi. Et derrière, je me dis, dans tout ce que je vois, qu'est-ce que je fais? Après, évidemment, encore une fois, c'est des mécanismes globaux. C'est pas forcément, parce que tu as aussi le côté, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, j'ai aussi un aspect mémoire et qu'est-ce que je vais faire plus tard? Mais en fait, en gros, en tendance première, quel Ouais, c'est comportement on ça. va avoir naturellement, ce sera celle-là. Quel premier Euh, réflexe face à... Ouais, effectivement. Exactement. Exactement. Et soit tu as plein d'INTP, d'ingénieurs, qui ressemblent à rien et qui ressemblent à des espèces de gros geeks complètement cassos. Oh oui, Parce que oh là là. ils Toi, j'en n'ont avais pas plein mes conscience. cours, ça. Ah, et forcément, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas conscience du monde autour d'eux. Ils sont uniquement dans leurs propres sensations et dans le côté abstrait. Et en fait, le monde réel autour d'eux, Oui. qu'est-ce qu'ils envoient comme sensation aux gens autour? Pour eux, ça n'existe pas, littéralement. Ouais, C'est un c'est truc ça, en fait, c'est des c'est gens qui complètement. détestent le corps, qui sont vraiment dans l'abstraction, dans l'idée, et ils En négligent fait, c'est leur pas qu'ils détestent. apparence. Enfin, non, C'est pas qu'ils sinon, c'est détestent. pas qu'ils détestent, Non, c'est pas mais important. pour eux, ça n'existe pas. Exactement, ça n'existe pas. Ouais, c'est C'est ça, euh, ils c'est se comment rendent pas compte naturellement. qu'ils arrivent à l'école habillés de manière dégueulasse, avec des cheveux gras, C'est ça. avec une odeur, et puis je veux même pas voir l'état de leur Bah oui, appart. oui. Parce que pour eux, C'est pas important, ouais, non? quelle Tout se passe dans sensation, leur quelle tête. sensation ils vont envoyer aux gens, ça n'a pas d'impact. C'est C'est comme terrible, toi, ça. pour toi, enfin, toi, forcément, du coup, ça va être plus développé, mais typiquement, tu as des gens, donc les ISTJ et les INTJ, donc les archivistes et stratèges, par exemple, Mhm. eux, pour eux, ce qui n'existe pas, c'est l'empathie.
Et en fait, ils ont rien à foutre des émotions des gens. Les Oui. besoins des gens, ils s'en foutent complètement. Ils ont rien à C'est cirer. Tougan dans un de ses cours qui racontait je crois que c'était quand il était au lycée. Pour des fois comme passe-temps, ce qu'il avait, c'était d'apprendre des nouveaux mots et du coup de lire des dictionnaires. Bon, déjà tu sens un peu tu sens la personnalité. Bon, je me moque pas parce que déjà lui il en rigole et parce que moi je suis aussi un peu pareil. J'ai parfois ce comportement un peu autiste, tu vois. Genre, ce problème, solution, je vais apprendre des mots, bon, bah, je lis un dictionnaire et il tombe sur le mot empathie et il se marre en disant il y a vraiment des mecs qui ont que ça à foutre d'inventer des mots pour des choses qui n'existent pas. C'est hyper révélateur de sa personnalité, je trouve. Ouais, ça, parce que justement, je pense que lui, c'est un INTJ, un stratège. Ouais. Alors, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est ça. Et effectivement, bah, empathie zéro, quoi. Euh, Ils vont Et être très pourtant, bons c'est un sur. excellent copywriter. Donc voilà, comme quoi l'empathie n'est pas forcément Oui. nécessaire. Ah, mais encore une fois, c'est naturellement. C'est comment il est naturellement. Et en fait, après, forcément, à force de travailler le truc, bah, tu peux le développer. Mais c'est une Mhm. question d'efficacité, en fait. C'est-à-dire que, bah, en gros, ça va être tu l'auras à 20%, et en fait, ce sera pas quelque chose qui sera. Parce qu'en fait, ce sera important pour lui à la base, ce sera son propre ressenti. Comme pour toi, ce qui est important à la base, c'est quelles sont tes propres sensations, qu'est-ce que toi tu ressens physiquement. Hmm. Donc, c'est avoir du confort, voilà, rester dans ce que tu connais, etc., etc. Et du coup, pour un INTJ, ce qui est important, c'est quels sont, quel est son ressenti. Qu'est-ce que moi je ressens. Et en fait, du coup, ce que ressent la personne en face, bah, il s'en fout. C'est pas relevant. Hein. Puis là, bon, bah, Hmm. ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce que moi je ressens. Mais du coup, ce qui fait qu'il va être très bon pour savoir. Parce qu'en fait, c'est aussi relié au côté valeur. Tu vois, nous, on est empathique, donc on a Ouais. besoin, on va aller voir les valeurs des gens autour, et après, on va se les approprier. Mais pour moi, c'est très compliqué de me dire c'est quoi mes valeurs. Enfin, même là, je suis un peu en processus voilà, de construire ça parce que, bah, effectivement, c'est problématique de pas avoir de valeurs fortes, ou en tout cas Mhm. conscientes. Donc, je fais un effort conscient de conscientisation justement de quelles sont mes valeurs, et voilà, de ne Ouais. plus déroger sur mes valeurs. Ça va être naturellement, moi, je vais suivre les besoins des gens. En fait, je vais essayer de Et répondre moi aux aussi besoins des ou gens. pas? Ouais. Mais c'est un peu Ouais, je suis différent, mais d'accord. Ouais. c'est un peu différent. Mais oui, J'ai- oui, J'étais pas sûr, mais j'avais effectivement quand tu l'écrivais, j'avais quand même l'impression que ça me correspondait un petit peu. ouais. Mais alors, en gros, la différence, enfin, on rentre dans les trucs techniques, mais en gros, la différence, c'est que moi, l'empathie, je l'ai en enfant. Donc, en gros, l'enfant, en fait, c'est la partie de toi qui est sensible et qui est innocente. Mais Hmm. toi, pour le coup, ton enfant, c'est le côté, c'est tes sensations, c'est qu'est-ce que toi tu ressens. Et en fait, Ouais. tu as besoin, à un niveau extrêmement élevé, d'avoir ta zone de confort, de rester dans ce que tu connais, etc. Et et c'est pour ça, typiquement, alors, encore une fois, Ouais, c'est naturellement, vrai, c'est c'est vrai. pareil, ça se développe au fur et à mesure. Mais typiquement, c'est Si pour je fais, ça que si, c'est vrai. on disait tout à l'heure que tu es quelqu'un qui a besoin de temps pour apprendre, et en fait, de temps, parce que ton cerveau, il a besoin de processer, de se remémorer le truc, de se dire, ah, tiens, de revoir la situation sur plusieurs angles, etc. Je sais pas si je joue aux échecs, j'ai un pote qui joue aux échecs, et quand je joue avec lui, c'est aussi un NTP, et en fait, il a besoin de temps, quoi. Si on joue pas une partie en 30 minutes, si on joue une partie en 10 minutes, en fait, il a besoin de temps Hmm. pour voir les trucs, réfléchir à toutes les possibilités, etc. Et du coup, bah, en fait, en 10 minutes, j'explose parce qu'à chaque fois, il n'a plus de temps. Du coup, maintenant, on joue en demi-heure de temps parce que sinon, sinon je perds, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, il perd, ça n'a pas D'accord. d'intérêt. Et voilà, donc ça c'est ton enfant. Donc, c'est en gros la partie de toi qui a besoin absolument d'être répondu sous peine, on va dire. Et pour le coup, tu vois, typiquement, si on te force à être d'un coup dans le réel, etc., bah, là, enfin, pas forcément paniquer, mais on va dire, ça va t'énerver grandement, on va dire. Moi, pour le coup, Euh, ouais, ouais, c'est vrai que, en fait, comment ah, dire, non, je pas l'ai beaucoup forcément bossé, t'énerver, mais de base, ouais, de base, si je fais ouais, pas attention, je reste dans ma zone de confort, c'est vrai. c'est ça. Euh, et en gros, effectivement, tu as une capacité à improviser naturel qui est zéro, quoi. C'est-à-dire que si on te met dans un truc que tu connais pas, il faut Ah improviser et ouais, non, ça va me casser les analyser couilles. sur les trucs, etc. Voilà, Il y a non, pas grand-chose qui m'énerve plus que de devoir faire quelque chose que je sais pas faire. c'est ça, parce que en gros, c'est ton enfant, tu as besoin là, de savoir, d'avoir de la mémoire sur les trucs et de pouvoir les faire. Bref. Donc, moi, le mien, Mmh.
c'est en gros, c'est l'empathie. Donc, moi, en fait, j'ai besoin que les gens autour se sentent bien, soient heureux, etc. En fait, sinon, en fait, je suis tellement une éponge émotionnelle que si les gens Ouais, autour ont des mauvaises énergies, en fait, ça me pompe et ça me casse complètement. ouais, je comprends. Euh, Ouais. et c'est pour ça qu'en fait, il y a plein de gens, enfin, j'ai rarement eu beaucoup d'amis. Parce qu'en fait, les gens qui n'avaient pas une bonne énergie et une bonne vibe, en fait, bah, je coupais directement. En fait, ça me prenait, ça m'absorbait énormément de l'énergie de devoir compenser leur mauvaise énergie. Et du coup, voilà, je Ouais, ouais, coupe ouais. et je fais pas chier, quoi. Ouais, bah, ouais. C'est Euh, ça, hein. Faut pas se laisser toi, bouffer, c'est hein. un peu, toi, c'est un peu différent, dans le sens où toi, ton empathie, tu l'as pas en enfant, tu l'as en peur slash force. C'est-à-dire qu'en gros, euh, naturellement, tu vas avoir peur de quelles émotions les gens vont t'envoyer, de quelles émotions les gens vont avoir. Euh, et typiquement, moi, je sais pas, en situation sociale, ça va être du type, Hmm. peut-être tu sais pas comment les gens vont réagir si tu dis ça ou ça, et en fait, voilà, tu vas complètement te, te bloquer parce que tu dis, ouais, peut-être que ça va mal se passer par rapport à ci ou ça. Euh, Ouais, ouais, c'est et en vrai, ça. gros, J'ai passé beaucoup de temps à l'école à me demander, enfin ouais, à me demander comment est-ce que les gens allaient réagir et faire ouais, extrêmement attention à ça. c'est ça, parce qu'en fait, c'est une peur naturelle pour toi de quelle émotion les gens vont t'envoyer. Ouais, ouais, Mais par contre, ce qui est cool, c'est que c'est peur slash force, ce qui fait qu'en gros, quand tu l'as développé, quand tu as amélioré cette capacité, en fait, ça devient une force. Et du coup, tu vas être très bon pour savoir quels sont les besoins des gens. Tu as une capacité qui exactement, est cruciale au copywriter, parce que, bah, en exactement. fait, derrière, tu sais quels sont les besoins des gens, en fait. Donc, tu peux y répondre facilement. Mhm. Et ça, c'est une problématique qu'ont beaucoup les stratèges, bah, les mecs qui sont sur leur ressenti à eux, qui font du copywriting, parce qu'en fait, ils vont te promouvoir des valeurs, ils te disent, ouais, mes valeurs, c'est ci, ma vision, c'est ça, etc. Sauf qu'en fait, ils vont pas forcément euh, répondre aux besoins des gens. Mhm. Alors que nous, nos valeurs, on s'en fout, mais on va répondre aux besoins des gens, en gros, dans l'idée générale. Ouais. Donc ça, c'est très important Voilà, pour les mecs qui font du copywriting et qui sont plus sur leur ressenti à eux. Il faut absolument, et c'est compliqué pour un stratège, parce que comme je le disais, il a son empathie en anglais en en trickster, enfant, en gros, en inconnu, en inconnu, en donc pour inconnu, lui, ça d'accord. n'existe pas. Ouais. Et ce qui fait qu'en gros, bah, en fait, il va faire son texte sur lui, sur ses valeurs à lui, mais sans Ouais. prendre le temps de voir les besoins des gens. Et forcément, bah, si tu fais un truc complètement à côté de la plaque et que personne n'a envie, bah, en fait, bah, tu vends pas, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, Bah d'ailleurs, c'est un exercice qui peut être hyper bien pour savoir si tu peux faire du copywriting ou pas, c'est tu commences par prendre une niche qui t'intéresse. Parce qu'il y a aussi ça, les gens qui se lancent, ils voient voilà, la perte de poids, ça fait énormément de ventes, je vais faire un truc sur la perte de poids. Sauf que ça ne les intéresse pas du tout et du coup, c'est beaucoup plus dur et ils abandonnent. Donc prenez une niche qui vous intéresse de base, même si elle n'est pas très très grande. Et une niche qui vous intéresse, c'est quoi? C'est quelque chose sur lequel vous passez du temps sur votre temps libre à vous renseigner. Donc voilà, vous êtes un peu sportif, voilà, bah, vous êtes abonné à plusieurs youtubeurs, vous avez déjà lu des livres et tout sur le sport, que ce soit de l'endurance, que ce soit la prise de masse, n'importe quoi, voilà, que ce soit l'alimentation. Vous êtes gamer, vous connaissez bien la culture geek, vous regardez des streamers, vous êtes abonné à des magazines de jeux vidéo, ce genre de trucs. Voilà, vraiment aller chercher dans vos passions ce que vous faites à peu près naturellement sur votre temps libre. Et c'est important que vous connaissiez cette niche au point que vous savez un peu ce qui existe sur le marché. Qu'est-ce qu'il y a comme offre, qu'est-ce qu'il y a comme besoin. Typiquement, même sur le jeu vidéo, si vous êtes bon et que vous passez du temps, vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour que vous leur montiez je sais pas, leur compte League of Legends de argent à diamant, tu vois, des trucs comme ça. C'est une offre qui existe. Et ben, vous prenez ça, vous essayez pas de réinventer la rue, vous faites un truc qui marche, mais vous faites pas non plus un truc qui est sursaturé, et vous essayez de voir si vous pouvez écrire et parler à cette niche que vous connaissez déjà, parce que comme vous connaissez, vous pourrez limiter vos recherches et vous l'aurez déjà un peu intrinsèquement en vous, dans votre ressenti, vous connaîtrez un peu l'inconscient collectif, et du coup, ça va faciliter votre travail. Et quand vous avez fait tout ça, vous regardez à quel point c'est facile ou difficile d'écrire un texte de vente à ces personnes-là que vous connaissez sur un sujet que vous connaissez. Et donc, alors, effectivement, si vous n'êtes pas copywriter, vous n'allez pas forcément écrire le texte de vente de l'année, mais c'est surtout par rapport à quel point c'était difficile, à quel point ça va vous a bouffé de l'énergie et à quel point c'était
intéressant ou non intellectuellement pour votre cerveau de faire ça. Ça peut être une première approche pour savoir si le copywriting c'est fait pour vous ou pas. En plus de suivre des copywriters, d'acheter des livres sur le copywriting ou des formations, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que je pense que c'est plus facile. Hein. Parce que tu vois, Tougan, il en parlait, mais pour lui, il disait qu'il avait dû passer, je sais pas, 2 ans à apprendre le copywriting. Quoi. Je me Ça a souviens été plus très long. exactement de ce qu'il disait sur son apprentissage, mais Ça a duré, mais ça va durer longtemps parce qu'il avait dû. En fait, parce que comme c'est pas quelqu'un qui est naturellement très empathique, il a dû se ouais. forcer justement à compenser là-dessus, quoi. Ça lui a pris, je pense, pas mal de temps. Et c'est vrai qu'il a ce côté monomaniaque, très focus, très déterminé, qui a pu compenser le fait qu'il Ouais. n'ait pas cette empathie naturelle. Vous pouvez aussi voir, on en revient toujours au même, faites-vous typer chez Charlie pour savoir quelles sont vos forces et vos faiblesses, quoi. Ouais, bah, en fait, c'est vraiment une question de quel business va être le plus, ou quels sont les business, parce qu'il n'y a pas forcément qu'un seul, mais qui vont être le plus facile à faire, en fait, et qui sont les plus naturels pour vous, qui vont demander le moins d'acharnement pour réussir. Comme je disais, on peut tout réussir. La question, c'est quel niveau d'acharnement et de passer 6 mois à vous faire chier à pas avoir de résultats, vous êtes prêt à tolérer. Surtout que, pour le coup, par exemple du copywriting, on est là-dessus, mais un gars qui est, comme tu disais, moyen en copywriting, pour être excellent en copywriting, ça va lui prendre 10 ans, quoi. Donc, toi, bah, voilà, là, le bon type, l'ingénieur, toi, je pense, voilà, t'as déjà un niveau très correct, quoi. Alors qu'un gars qui Hmm. sera pas naturellement fait pour ça, ça va lui prendre un temps fou, quoi. Un temps fou, Ouais. il aura un résultat moyen, en fait. Comparé à s'il Moi, avait j'ai fait un autre truc où écouté, il est bon, quoi. j'ai écouté une interview d'Oussama Hamar hier soir, et, Ouais. il disait un truc vachement intéressant sur les points forts et les points faibles, et sur ce qui est intelligent d'apprendre ou pas. En fait, quand on regarde notre personnalité, on n'a vraiment que quelques points forts. Et si on travaille dessus, comme on a des facilités sur ces points forts, en fait, ils vont augmenter de façon exponentielle très rapidement. Enfin, avant d'atteindre un plateau, mais le début de la courbe est exponentiel, quoi. Euh, Par contre, des points faibles, on en a une infinité. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu te concentres sur tes points forts et tes points faibles? Ben, d'abord tes points forts quand même, parce que tes points faibles, effectivement, avec beaucoup d'acharnement, avec beaucoup de temps et avec beaucoup de détermination, tu peux en compenser deux, trois, mais tu les compenseras jamais tous. Et c'est beaucoup moins rentable que d'investir sur tes points forts. Donc, tu peux tout apprendre, mais pas à la même vitesse et dans le temps limité que compose ta médiocre vie. Je dis pas ça personnellement, la mienne est aussi médiocre que la vôtre, ne vous inquiétez pas, avoir plus. Tu n'auras pas le temps de compenser tous tes points faibles et de devenir un génie en tout. Donc, Ouais, et bourrine en tes points fait, forts, scale dessus, compense deux trois points faibles qui sont vraiment handicapants, et encore, fais-le en secondaire, quoi. non, surtout, on en avait parlé avant. En gros, toi, en fait, en développant tes points forts, en devenant un bon copywriter, bah, du coup, tu as pu débloquer derrière tes points faibles. Donc, tu as pu devenir un bon Exactement. chef, un bon leader. Et ça vient, en fait, en Exactement. développant d'abord le début de ta personnalité, là où on est bon naturellement. Et derrière, en fait, parce que on va faire un truc qu'on aime bien. Et une fois qu'on fait quelque chose qu'on aime bien, bah, on pourra accepter à côté de faire un truc qu'on n'aime pas. Mais si on Mm. part de base sur un truc qu'on n'aime pas, faut se forcer de ouf, quoi. En fait, ça vaut pas le coup. Parce que C'est ça. vous allez être pas heureux et vous faire chier pour le plaisir. Mm. En gros. C'est ça. Bossez vos points forts, vivez, faites des trucs, voilà, voyagez, montez des business, prenez des risques, dites oui aux opportunités, même si ça vous paraît foireux, enfin du moins au tout début, faites au moins quelque chose et débloquez vos quatre personnalités là, comme disait Charlie, au fur et à mesure. Et une fois que vous aurez les quatre, vous aurez une vision beaucoup plus globale et complète et sereine de la vie. Et vous saurez ce que vous voulez faire, quoi. Moi, j'ai quoi? J'ai 28 ans aujourd'hui. J'ai débloqué mes quatre personnalités et c'est vrai que je suis à peu près certain que je trouverai toujours du travail et que j'arriverai toujours à m'insérer dans une structure avec des mecs brillants qui font de la qualité et où j'arriverai à apporter de la valeur parce que euh, je peux être à l'aise et apporter de la valeur ajoutée avec ma personnalité à peu près dans n'importe quel groupe de personnes qui me plaît et qui est performant, quoi. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais, Tim, c'est un plaisir. Je vais devoir te laisser, là, ça fait quasiment 1 heure et demie. Hein. Ouais, Une bonne discussion.
Je vais devoir te laisser, Exactement, ouais. j'ai un autre appel juste après. Donc ouais, Plaisir je pense en mot de partagé la en tout fin, cas. je pense que je vais vraiment partir sur ce modèle-là de vidéo. En fait, j'aime pas faire des vidéos tout seul, ça me saoule. C'est mon côté Hmm. extraverti. Faut que je parle à quelqu'un. Euh, Ouais, bah, donc, hein. je vais mettre en lien mon Telegram. Vous pouvez me contacter directement si vous voulez faire une interview. Sachant que là, bon, c'était plus une discussion, mais si vous avez des problèmes particuliers, on peut aussi partir sur une résolution de problèmes en particulier que vous avez dans votre vie, que ce soit personnel, au travail, etc., etc. Donc, voilà, Hmm. n'importe quoi fondamentalement. Euh, on peut faire un appel là-dessus. Après, forcément, ce sera sur YouTube. Il faut que vous soyez. Soit, en gros, vous payez pour que ce soit privé et que je fasse un call, soit on fait ça en gratuit sur YouTube pour l'instant. Après, évidemment, ce sera gratuit, ce sera payant pour tout. Mais là, je pense que c'est important en fait pour que tout le monde Hmm. comprenne l'intérêt du système. euh, on va dire de mettre du contenu gratuit au départ pour que les gens comprennent plus. Parce que c'est vrai que j'avais été très théorique, mais pour l'instant. Mais c'est bien aussi de mettre des situations concrètes et d'expliquer Ah ouais, ouais, concrètement ouais. à quoi ça sert, quoi. Et en fait, comment on peut En tant, l'utiliser aussi. en tant que copywriter, je te le dis, dès que tu dois introduire une nouvelle notion et que tu l'expliques théoriquement, la phrase d'après, c'est un exemple concret, voire deux exemples, voire trois exemples concrets pour ancrer ton abstraction dans une réalité, quoi. Une réalité concrète Ah et ouais, c'est clair. juteuse. Parce que C'est clair. sinon, ça, tu vas parler que à des mathématiciens en puissance qui sont en mode ah, j'adore le concept. En C'est fait, tout. ça, Et en ils sont gros, quatre. ce que j'allais dire, c'est que la proportion de gens abstraits au concret, c'est 70-30. Les gens qui sont. Et sur les gens vraiment très très abstraits, c'est plus peut-être 15%, quoi. Donc, effectivement, si tu veux pas te bloquer de 85% des gens, faut mettre du concret, quoi. Hmm. Puis même, au bout d'un moment, sans parler que des types, je veux dire, pour revenir au QI, les gens qui sont à gauche de la courbe de Gauss, dès que t'es un peu abstrait, il n'y a plus personne, quoi. Mm. Ouais, ouais, c'est clair. Et pourtant, En tout eux cas, c'était un aussi ont plaisir. du pouvoir d'achat pour être très Oui, cynique. oui, c'est clair. C'est clair. Timothée, c'était un plaisir. À très Un bientôt. plaisir partagé. Très très Et bientôt. effectivement, je pense que la discussion aura intéressante. Ça a permis d'éclairer un peu plus sur pas mal de sujets. D'ailleurs, ça m'étonne que tu pas. Faudra que tu te mettes quand même à apprendre le système, parce que vrai, c'est pas très compliqué. Et, euh, et je pense que ça va te plaire. Mais écoute, oui, carrément. On va refaire une formation de façon là-dessus pour un truc peut-être un peu plus clair, ou je vois des lives, qu'on voit un peu comment on va structurer ça. Mais ce sera calé. Bon, encore une fois, c'était un plaisir et à très bientôt. On se tient au courant, salut.